Je passe la parole à Michel Lemoal. Ce matin, dans ma brève introduction, j'avais mentionné comme point de rencontre possible entre neurosciences et psychanalyse. Évidemment, j'ai pas mal insisté sur la question de la trace et de la plasticité, mais également, un de ces points peut être la question de l'homéostasie, du maintien de l'homéostasie, qui est une question physiologique fondamentale, en plus de parler de milieu intérieur dans ces lieux est très approprié. Et donc, nous avions pensé que Michel Lemoal, par son travail autour des mécanismes d'homéostasie et des processus opposants dans le contexte de l'addiction, des mécanismes d'addiction, des processus d'addiction, pouvait apporter un point de vue qui stimulerait la réflexion. Donc Michel Lemoal a beaucoup travaillé sur ces questions. Il a dirigé un laboratoire à Bordeaux et il est professeur à l'Université de Bordeaux. Et il va nous parler de l'homéostasie aux processus opposants, une dynamique psychobiologique. Merci bien Pierre et merci de ton invitation avec François Ansermet. Oui, ce titre vous paraît sans doute un peu ésotérique, moi aussi d'ailleurs, et il m'a été imposé par Pierre, main de fer dans un gant de velours, et je n'ai pas eu à discuter, tout comme d'ailleurs, je m'en excuse, il m'a dit brièvement dans un mail il y a 3 semaines, tu fais tes diapos en anglais, point, c'est tout. Voilà. Donc, ce thème qu'il connaît parce qu'il suit depuis très longtemps ce que je fais, et puis j'étais tellement de fois prêcher la bonne parole à Lausanne ces 15 dernières années, doit être placé dans un contexte. Ce contexte est celui d'une obsession que j'ai depuis le début de ma carrière et que je continue à avoir, c'est de me poser la question de savoir s'il peut exister, cette maison peut amener à poser cette question, s'il peut exister donc une psychopathologie expérimentale. Et si l'on répond oui, je pense que les mânes de Claude Bernard diraient oui, mais ce n'est pas si sûr. Comment et quelles sont les conditions d'une psychopathologie expérimentale? Et là, nous entrons, je vous prie de le croire, dans un domaine extrêmement douloureux et difficile. Donc, c'est le contexte qui, depuis très longtemps, m'amène avec l'ami de 35 ans, qui est Georges Koup, qui est professeur à San Diego, et nous collaborons intimement depuis sans arrêt, et nous continuons, je dirais, chaque semaine pratiquement à échanger intellectuellement et pratiquement, à nous poser cette question justement des moyens, je dirais, intellectuels pour bâtir, pour avancer dans la psychopathologie expérimentale, étant bien entendu que l'on passe là, de ce qu'on a entendu aujourd'hui jusqu'à maintenant, à quoi? Au rongeur. Donc ça, c'est autre chose. Le rat, bien sûr, la clinique du rat ou la psychopathologie du rat, vous imaginez bien que ça fait peur. Ça fait peur de l'imaginer, bien sûr, et d'en faire une analogie. Donc c'était le problème qui nous a beaucoup intéressés, plus que ça même, qui nous a amenés à théoriser, à rechercher, à travailler. Et nous avons posé un certain nombre de principes que je n'oserais pas trop ici m'étendre, parce que nous allons être, j'espère, tous d'accord sur le fait que pour chaque événement mental, il y a un événement cérébral, n'est-ce pas, et vice-versa. Deuxième principe, qui est, je dirais, contingent, c'est qu'à tout événement psychopathologique, il y a un événement physiopathologique et vice-versa. On admettra, et je pense que ce n'est pas une précaution, je dirais, en l'air, que la relation entre ces événements, je dirais, comportementaux, mentaux, psy, et physio, neuro, tout ce que vous voudrez, cette relation, quoi qu'on dise, n'est pas connue, ou mal connue. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi nous nous sommes penchés un tout petit peu.
Donc, c'est assez peu connu. Hein. Ce que l'on sait aussi, c'est que si des événements, et ça, alors là, nous entrons dans une pratique peut-être, je dirais, expérimentale, que si les événements se répètent ou sont assez intenses, ils vont laisser quelque part dans l'organe cerveau ou dans le corps des traces, n'est-ce pas? Et ceci a été évoqué à maintes reprises aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs parlé maintes reprises avec Pierre aussi ces dernières 15 années, et notamment quand j'évoquais avec lui tout ce que nous avions fait à propos du stress prénatal et que nous suivions les animaux tout le long de leur vie. Donc, traces. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ces traces, nous sommes dans un contexte qui n'est plus physiologique. Je me place aujourd'hui dans un contexte non physiologique, non homéostatique. Nous sommes dans un contexte où l'on déborde, je dirais, cette construction génétique qui est l'homéostasie. Donc, ces traces, ça se situe en dehors de la réalité, du contexte de l'homéostasie. Ils ont une certaine dynamique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des choses figées, contrairement à ce que l'on pense. La troisième chose, c'est qu'elles, je dirais, qu'elles travaillent, puisqu'elles ne sont pas figées, selon deux paramètres essentiels, qui est le temps et qui est l'espace de l'organe, et qui est l'espace du corps. Ensuite, ce que l'on sait, ce que l'on comprend de mieux en mieux en pathologie, c'est que le temps passant, le processus s'aggrave. Enfin, cela correspondrait à ce qu'en psychiatrie, en neurologie et bien ailleurs, on appelle de plus en plus l'état de vulnérabilité, ou l'état prodromique, tout ce qui précède en quelque sorte souvent les premiers symptômes. Parce que nous savons très bien qu'entre l'apparition d'un symptôme et le processus qui lui donne naissance, il y a souvent presque une vie. D'accord ? Donc cela est important, et cela représente un mécanisme intégré. Bien sûr, je me situe dans un contexte, celui où la psychopathologie et la médecine et la psychiatrie sont des branches de la médecine, ce qui ne se dit pas partout. Je voudrais insister sur le fait quand même que quand j'emploie le mot mécanisme, je me réfère tout simplement au dictionnaire. Tout simplement au dictionnaire, c'est-à-dire que c'est un système dont les différentes parties travaillent ensemble. Donc le mécanisme, ce ne sont pas le travail des éléments, c'est le travail de l'ensemble. C'est un concept de mécanicien. C'est le moteur complet qui fonctionne. C'est la machine. Donc c'est un système, c'est un physique ou un processus mental ou physique, n'est-ce pas, par lequel des choses sont produites. Voilà donc, si vous voulez, la définition, en quoi je pense pouvoir employer le terme mécanisme. Espace et temps, disais-je donc, eh bien ça se situe dans ce contexte très large, je dirais, de tout ce qui est la diathèse de l'ensemble des processus psychopathologiques ou psychiatriques. Bien sûr, on part du développement, avec tout ce que ça comporte d'environnement et de base génétique, nous sommes tous d'accord, les événements périnataux, mais prénataux, extrêmement importants. Et puis, tout au long de l'évolution de l'organisme, du développement de l'organisme, des mécanismes se mettent en place, d'ordre épigénétique très large, n'est-ce pas? Et finalement, avec le temps, l'âge, les décennies même, apparaissent des traits, des états ou des traits, qui seront plus ou moins les prodromes de désordres biocomportementaux, psychopathologiques, mais aussi d'ordre somatique, bien sûr. Car on peut très bien basculer du côté du soma, on peut très bien basculer du côté du psychologique. Voilà donc des adaptations à long terme résultant donc d'événements qui apparaissent très tôt dans la vie du sujet. Voilà donc, si vous voulez, ce qui pourrait être un canon d'une psychopathologie expérimentale. Et vous voyez la difficulté qu'il y a à réaliser un tel programme, puisqu'il s'agirait de prendre l'animal à son départ, même je dirais avec une certaine connaissance intra-utérine du développement, et de le suivre jusqu'à la fin. Ce serait donc, si vous voulez, un contexte que j'appelle historique du modèle.
car, comme vous le savez, 95-99% des modèles utilisés en psychiatrie biologique ou autre sont ahistoriques. C'est-à-dire, on prend l'animal à un moment donné, sans se préoccuper de ce qu'il y a avant. Mais on peut le faire. Et ici apparaît une deuxième dimension de la recherche dans ce domaine, c'est qu'on peut prendre effectivement des animaux et les examiner un à un, je veux dire, à partir de leurs différences interindividuelles. Chaque individu a un propre destin que l'on mesure, que l'on tente de révéler, chacun étant différent de l'autre. Et ces différences interindividuelles donc font ressortir vraisemblablement des bases génétiques ou environnementales passées qui ont donné ces bases différentielles. Et ça, donc, c'est une deuxième dimension. Donc, on reste là, ce faisant, dans un contexte historique et non pas ahistorique. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est que qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots qu'on appelle processus, psy, physio, les mécanismes, etc. Et donc, finalement, ce que l'on peut résumer très simplement, c'est quels sont les mécanismes qui conduisent du normal, n'est-ce pas, du normal, cet état homéostatique très régulé, construit avec tout ce que l'on peut savoir de set points, d'état d'équilibre, à cet état prémorbide ou morbide, et qui conduisent donc à ce que nous avons, je dirais, étudié plus tard comme étant des états allostatiques. Alors, je vous disais, donc, ce travail que nous avons fait depuis une vingtaine d'années avec Georges Koub, c'est d'essayer de capter, je dirais, dans la littérature, ce qui existe pour essayer d'interpréter d'une manière plus correcte ce que nous faisions, ou du moins de jeter les bases, peut-être théoriques, de ce que nous pourrions faire. Et il y a deux éléments théoriques qui étaient dans la littérature, qui sont dans la littérature. Un qui est apparu dans les années 74-75, avec Solomon et Corbett, qu'on appelle les processus opposants, Opponent Process Theory, et un deuxième qui est apparu dans les années 80 à partir des cardiologues, à partir des internistes, qui ont mis en avant le concept d'allostasie. Alors je vais essayer, si vous voulez, de vous expliquer, je dirais très simplement, ce que sont ces deux idées, et vous allez voir qu'en fait, ils ont la caractéristique d'une généralisation possible vers ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais commencer par le mécanisme, le processus opposant. Alors, prenons deux ou trois exemples. Celui qui a été évoqué ce matin, je crois à trois reprises même, c'est celui du stress aigu, acute, ou du stress, du post-traumatic stress disorder, PTSD. Alors vous avez bien sûr le système classique, n'est-ce pas, le mécanisme classique, un événement de vie, un stress physique, quoi que vous voulez, tout ce que vous voulez, et vous créez ce qu'on appelle un stress aigu, une situation de stress aigu, laquelle, en général, ne dure pas. Aussi, en termes de mois, bien sûr, pour l'animal, mais c'est jamais plus de peut-être quelques jours, etc. C'est-à-dire que les mécanismes de régulation physiologiques et, je dirais, homéostatiques s'arrangent pour remettre les choses en équilibre. Et, point d'interrogation, ne pas laisser de traces, ce qui est une autre affaire. Vous avez aussi ce qu'on appelle le PTSD, qui est un autre système, je dirais, de référence par rapport au stress, qui peut apparaître en lui avec un certain délai, et qui va durer un certain temps. Vous avez aussi la situation du PTSD chronique, ça a été évoqué ce matin, et puis aussi vous avez cette chose extrêmement intéressante et qui, je dirais, domine la réflexion médicale, mais qui domine aussi la réflexion psychiatrique, bien sûr, c'est que, étant donné l'événement là, et puis un deuxième événement arrive un jour, un syndrome donné, et de relier ceci avec cela. C'est ce que font les psychothérapeutes, bien sûr. C'est de rechercher en amont ce qui peut être la cause de ce qui se passe là. Et dans le stress post-traumatique, ça, c'est un phénomène courant et extrêmement important, avec un syndrome extrêmement complexe, comme vous le savez. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement? 1000 choses. Mais on peut prendre un élément biologique qui serait peut-être, si vous voulez, un marqueur du phénomène. Voici ce qui se passe dans l'axe du stress endocrinien, classique, n'est-ce pas? Lors d'un événement de vie ou d'un stress, il y a donc une libération
de ce qu'on appelle, à partir des noyaux hypothalamiques, de CRF. Le CRF libère lui-même l'ACTH, lequel libère le cortisol, du moins chez l'homme, le corticostérol chez le rat, chez le rongeur, et hop, il y a des, je dirais, là c'est magnifique, le phénomène homéostasique, n'est-ce pas, une régulation, un feedback négatif pour stopper la libération accrue, n'est-ce pas, d'ACTH. Donc ça se régule, puis ça se remet en état d'équilibre. Eh bien, dans le patient qui a ce post-traumatique de stress disorder, et on a mis un temps fou pour comprendre les phénomènes extrêmement complexes qui se déroulaient là, c'est un phénomène tout à fait paradoxal, parce que finalement, voilà un sujet qui est en état de stress post-traumatique et qui libère très peu de cortisol, très peu d'hormones de stress. En raison de mécanismes, je ne vais pas bien sûr vous les détailler, du fait qu'il y a une augmentation de la rétroaction négative, mais aussi parce qu'il se passe à ce niveau, c'est-à-dire au niveau central, un nombre considérable d'événements qui dérégulent complètement l'ensemble, et notamment, paradoxalement, une augmentation de l'hormone du CRF qui devrait libérer davantage d'ACTH. Vous voyez, donc c'est complètement dérégulé, mais à chaque niveau, il y a des phénomènes qui se passent, qui changent le système, et nous sommes hors homéostasie. C'est connu depuis toujours, cette histoire, mais personne ne l'avait trop remarqué. Et ici, je prends exprès un vieux travail, mais formidable, extraordinaire, de Bourne, qui a été surgeon général aux États-Unis, et qui avait suivi, par des équipes médicales, tout ce qui se passait durant la guerre du Vietnam. Il a fait d'ailleurs un livre magnifique, extraordinaire, en 2 volumes, Men in Combat, où vous trouvez une grande partie de ce que l'on sait maintenant du stress post-traumatique. Et voilà l'exemple tout à fait particulier. Vous avez un groupe de... Ici, je ne prendrai que celui-là, mais ils sont identiques dans l'autre. Ici, c'est 7 sujets qui sont dans un camp retranché, qui vont être attaqués. Donc, c'est pour ça que vous avez... On prend les métabolites des hormones du stress, n'est-ce pas, et vous avez le jour du sujet, avant et après. Bon, ici, vous avez l'officier et le radio qui viennent d'arriver, qui n'avaient jamais combattu, et là, vous avez des bons vieux vétérans, n'est-ce pas, qui sont habitués. Mais qu'est-ce qui se passe le jour du stress? Il n'y a pas d'hormone du stress. D'accord? Voilà. Il baisse. Ici, pareil, si vous le voulez, par 7 médecins qui vont sur le champ de bataille chercher les blessés et qui paient un lourd tribut, bien sûr, parce qu'en hélicoptère, ils se font descendre facilement. Et vous avez ici la moyenne, si vous voulez, des USA, c'est-à-dire qu'ils ont pris une moyenne de sécrétion d'hormones du stress chez les fermiers du Middle West, et vous avez ici donc le 100%, ils font moins d'hormones du stress. Vous avez donc quoi? Vous avez donc un processus qui oppose à la physiologie normale. Et cela s'oppose d'une manière chronique, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'on est passé au-delà, non de l'homéostasie, mais qu'il y a des mécanismes très complexes qui sont derrière ce qu'on peut appeler ici un phénomène ou un mécanisme. Dans le laboratoire, pareil, nous avons fait une expérience, parce qu'on va passer du laboratoire à l'homme, vous allez voir ces rituels. Ici, vous savez très bien que si on fait un opiacé, tout le monde sait ça. On le fait pourquoi? Eh bien, on le fait pour avoir une analgésie. Dieu merci. Eh bien, si vous prenez le temps de regarder les choses, il faut mesurer le lendemain ce qui se passe, 24 heures après l'administration. Vous avez ici différentes doses. Vous voyez, le jour après, vous avez une hyperalgésie. Hyperalgésie qui va durer 2 ou 3 jours avec un magnifique effet dose. Donc vous avez ici la manifestation d'un processus qui s'oppose, n'est-ce pas, et qui domine et qui devient ici pathologique. N'est-ce pas? On n'est plus dans la physiologie normale. Vous avez ici le mécanisme ici normal, je dirais, inconditionnel de l'action de l'opiacé sur le récepteur des opiacés. Hop, vous avez l'analgésie. Et puis cela déclenche un deuxième système ici, n'est-ce pas? Un deuxième système, secondairement, qui va créer l'hyperalgésie. Et parmi les nombreux neurotransmetteurs qui sont mis en cause par ce deuxième système, ici, il y a bien sûr les récepteurs NMDA. La preuve que si vous injectez les animaux tous les jours pendant un certain temps de cet opiacé, vous allez avoir l'accroissement progressif, ça se sensibilise, de l'hyperalgésie qui devient insoutenable pour le sujet, et vous n'avez qu'à entrer dans une salle de grand brûlé, et vous verrez ce que c'est que l'hyperalgésie, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un phénomène clinique connu. Vous laissez les injections, ça revient à l'état normal, pas vrai, il y a une trace qui est là, cette trace dont on a beaucoup parlé ce matin. La preuve, c'est que si vous faites une toute petite pitchounette d'opiacé, crac, vous déclenchez l'hyperalgésie.
avec une dose 10 fois moindre, et qui fait normalement rien. D'accord? Mais si vous bloquez les récepteurs NMDA, vous n'avez plus rien. Donc vous avez le recrutement d'un deuxième système physiologique. Autre exemple, ici par Solomon et Corbett, qui avait fait une revue générale de toute la littérature sur tous ces phénomènes qui avaient été observés et démontrés en psychologie expérimentale aux États-Unis. Ça n'a pas encore beaucoup percé au niveau de l'Europe, ce phénomène. Eh bien, vous avez ici, prenons des animaux, des chiens, par exemple, auxquels on administre des chocs électriques. Chocs électriques. Et vous avez quoi? Vous avez bien sûr des animaux qui sont, du point de vue émotionnel, du point de vue cognitif, dans un état épouvantable, comme vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? Eh bien, on peut prendre aussi un marqueur périphérique, puisque ce matin il était question de marqueurs périphériques. Tout est lié, n'est-ce pas? Prenons ici le rythme cardiaque. Eh bien, vous allez avoir tout naturellement, et vous vous y attendez, une augmentation du rythme cardiaque alors que l'animal reçoit des chocs électriques. C'est tout à fait normal, c'est ce qui nous arriverait. Et puis si vous arrêtez, si vous continuez à mesurer le rythme cardiaque juste après la fin du choc électrique, vous avez un ralentissement du choc électrique, donc le phénomène inverse opposé qui se met en route. D'accord? Mais si vous prenez ici ce qu'on appelle des vétérans dans le laboratoire, c'est-à-dire des animaux qui ont fait cette expérience 36 fois, qui sont dans des états d'ailleurs, entre nous soit dit, psychologiquement, enfin émotionnellement et du cognitif, avec un syndrome extrêmement grave, vous voyez que apparemment le choc électrique ne leur fait plus rien, et que par contre, tout de suite après la fin, vous avez une énorme, regardez l'air sous la courbe ici et là, un énorme ralentissement du rythme cardiaque. Donc ça s'est aggravé, tout comme tout à l'heure, souvenez-vous, cette hyperalgésie au fur et à mesure que nous continuions les administrations. Vous voyez? Donc il se passe derrière ce phénomène général, donc des mécanismes généraux aussi d'ordre physiopathologique. Avant-dernier exemple, pour concernant les processus opposants, si vous demandez à des sujets qui n'ont jamais fumé, qui n'ont jamais pris de cocaïne, de fumer de la pâte de cocaïne, eh bien, vous avez, bien sûr, et si vous mesurez ce qu'ils ressentent, les feelings, bien sûr, agréables, résultant de cette prise de drogue, de cocaïne, donc ils fument ici, vous voyez, hop, vous avez ils reportent, ils disent à l'expérimentateur tout le bien qu'ils pensent de cette situation, ouais, ça augmente, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, hop, on voit apparaître, toujours pareil, quelque chose qui oppose, et vous avez, cette fois-ci, un état affectif négatif, ou une hypohédonie, si vous voulez, qui apparaît, alors que le taux de cocaïne est extrêmement élevé dans le sang. Et si vous continuez, mais ça c'est ce qui se passe en clinique sans arrêt, et que l'on voit les sujets en état d'abstinence depuis quelque temps, mais qui sont là dans l'attente de la prise ultérieure, eh bien vous avez, si vous faites des mesures des mesures qu'on emploie classiquement dans la dépression, n'est-ce pas, pour mesurer l'état affectif, eh bien vous avez une augmentation considérable de l'état affectif négatif qui va justement vers la dépression, notamment avec l'échelle de Beck. Vous avez donc un système opposé qui s'est mis en place. Et là encore, je reviens sur le laboratoire pour vous démontrer la même chose. Ici, c'est très simple, vous avez une expérience où un groupe d'animaux va avoir le droit de s'auto-administrer 10 fois la cocaïne, 20 fois, 40 fois, 80 fois. Et qu'est-ce que l'on mesure, entre autres choses? On l'en mesure, alors c'est quelque chose qui demande une petite explication, il avait été découvert en 1954 par Jim Halls, c'était son postdoc à Pasadena au Caltech, ce qu'on appelle le reward system, le système de récompense ou de plaisir, tout ce que vous voudrez, qui est un des grands systèmes neuronaux qui est à la base du crâne, n'est-ce pas, qui prend le système limbique et qui vient des régions pontiques. Et quand vous mettez une électrode dans ces régions et que vous laissez à l'animal la possibilité de stimuler cette région, eh bien, il a un comportement quasi orgiaque qui peut stimuler cette région jusqu'à 20 000 fois par heure, n'est-ce pas, et sans arrêt, jusqu'à l'exhaustion. Donc, si vous voulez, voilà ce qui se passe. Et nous avons fait cette expérience alors que les animaux étaient en état d'auto-administration de cocaïne. Eh bien, au début, vous voyez, peu d'injections, c'est le début du processus, tout ça c'est très agréable. Vous voyez que le seuil du système, du reward system, du système de récompense,
eh bien, est abaissé, c'est-à-dire qu'il est plus sensible. C'est agréable. D'accord ? Mais tout de suite après, vous voyez, apparaît l'effet inverse, c'est-à-dire que le système, le seuil augmente, c'est-à-dire qu'ils sont en état d'anétonie. D'accord ? Et vous voyez, avec 20, le système est le même, ça commence à s'accroître, hein, et puis, avec 40, le système, je dirais, opposant s'accroît encore, jusqu'au moment où ceci est tellement important que ça noie carrément l'effet hédonique et que ça envahit, en quelque sorte, l'ensemble du processus. Donc, nous sommes dans un état opposé ou opposant. Voilà la théorie, comment on peut expliquer tout cela. Vous avez un événement, quel qu'il soit, physique, émotionnel, tout ce que vous voudrez, ça crée une réponse, je dirais, inconditionnelle, dans le cadre du mécanisme homéostatique, c'est-à-dire le système approprié dans le cadre d'une structure-fonction, il va répondre à ce stimulus, au stimulus donc spécifique, il y aura une réponse spécifique. Et cette réponse va déclencher tout de suite après, souvenez-vous le schéma à propos de la douleur, où l'opiacé déclenchait secondairement un deuxième système, ou un troisième ou un quatrième, parce qu'ils sont nombreux, eh bien vous avez un autre système qui va se mettre en place. Et si vous répétez le processus, vous allez avoir, certes, toujours cette réponse inconditionnelle qui, elle, ne varie pas, ne bouge pas, elle est construite, si je puis dire, mais va s'accroître de plus en plus le système opposant, il va se sensibiliser jusqu'à faire disparaître complètement la réponse initiale. Donc voilà ce qui se passe. Et je crois que ce processus, nous l'avons exposé à maintes fois, je dirais vérifié expérimentalement, mais maintenant c'est un peu trivial ce que je vous dis dans la littérature et dans les laboratoires. Voilà ce qui se passe et qui me paraît un phénomène intéressant. Donc, grâce à ces mécanismes très puissants adaptatifs, n'est-ce pas, et tout ce qu'on peut appeler processus d'ajustement, des mécanismes d'ajustement, il s'agit de la nature des choses de maintenir un équilibre psychologique, émotionnel et physiologique, n'est-ce pas, tout ce qui est réactivité, à l'intérieur d'un système qui, lui, est dévolu à la réponse vis-à-vis de la stimulation en question. Et puis, ces limites, donc, sont vite dépassées parce que ce processus crée, s'il est intense, s'il est multiplié, si ça continue, hein, comme dans le système post-traumatique, etc., dans le stress en général, eh bien, les autres systèmes vont être recrutés, et de plus en plus de systèmes vont être recrutés, hein, pour créer ce qu'on appelle donc le processus opposant. Alors, ce processus opposant, comme vous l'avez vu, il se sensibilise au fur et à mesure que vous répétez les stimulations. C'est-à-dire que le phénomène s'accroît pour devenir, je dirais, comment dire ça, j'emploie le mot, de plus en plus pathologique. Hein. En fait, tout ce que nous appelons là ce processus opposant, c'est-à-dire ce mécanisme conditionnel par rapport au mécanisme inconditionnel, eh bien, c'est ce que nous avons appelé secondairement l'allostasie, donc, comme je vous le disais, qui avait été découvert dans les années qui suivaient. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça a été découvert, je vous le dis, ou proposé, plus exactement, dès les années 80, ici en 88, il y avait une revue générale de Sterling et Hoyer sur la question, par les internistes et surtout les cardiologues qui se posaient la question de savoir, voyons, le système cardiovasculaire est régulé périphériquement et centralement, mais enfin, d'une manière extrêmement précise, extrêmement rapide, n'est-ce pas ? Ça, c'est une construction magnifique hein, de régulation de la pression artérielle. Et puis, bon, on est dans un monde d'hypertension artérielle, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il s'était demandé comment se fait-il que le mécanisme est débordé et par quelle voie ? Donc, ils avaient proposé le fait que le cerveau, bien sûr, entre autres choses, intervient, notamment ce qu'on pourrait appeler la tension, hein, l'hypervigilance, le stress, ce que vous voulez, stress c'est un mauvais mot, mais enfin. Et tout cela met en route un nombre considérable de systèmes, non plus un, mais d'autres systèmes, qui n'ont rien à voir cette fois avec, je dirais, les mécanismes intimes, précis, locaux, homéostatiques, et peu à peu, donc, différents systèmes pour créer ce qu'on appelle les processus hypertensifs. Donc, la pression artérielle augmente. Donc, c'est tout ça qui fait le concept au-delà de l'homéostasie, de ce qu'on appelait donc une allostasie ou une homéostasie autre, allostasie, qui conduit, nous le verrons tout à l'heure, à la pathologie.
Alors ici, je dirais, petite parenthèse. Encore, toujours, dans ce contexte que je vous développais au début, à savoir, est-ce qu'une psychopathologie expérimentale peut exister? Et si elle existe, comment faut-il s'y prendre? Eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on veut développer des modèles au laboratoire à partir d'une réalité clinique bien identifiée, et à condition qu'elle soit stable, bien sûr, eh bien, il faut, et ça c'est Kagan, le grand Kagan qui me disait ça, n'est-ce pas, dans son fameux livre sur Galen Prophecy, en 1994, il nous disait quoi? C'est que le mesure d'une simple variable physiologique, une variable physiologique, dans une situation spécifique, n'a pas de corrélation, pour avoir un sens corrélatif, doit être, je dirais, accompagné d'autres mesures, non pas une, mais plusieurs mesures. C'est-à-dire qu'en fait, il avait remarqué, à partir d'un modèle extrêmement intéressant, il s'est beaucoup intéressé aux traits, et je dirais, à ce qui conduit peut-être à la pathologie d'une manière longitudinale de l'enfant à l'adulte, et s'était occupé à un moment donné de la timidité chez l'enfant. Et il s'était aperçu qu'il pouvait, dans des mécanismes d'observation, dans des situations d'observation extrêmement précises, dans la salle du clinicien avec des observateurs et des caméras, etc. Donc ils avaient des dispositifs extrêmement précis pour chaque enfant, et ils pouvaient distinguer des animaux qui étaient relativement inhibés et d'autres qui étaient, je dirais, donc inhibés, shyness, n'est-ce pas, au sens large, et d'autres qui ne l'étaient pas. Ils avaient fini par isoler, donc c'est un groupe qui était isolé, qui était inhibé. Alors, il s'était surtout aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait là ce qu'on pourrait appeler un concept, shyness. C'était un mot, en fait, mais un mot valise, à savoir que plus il allait dans la, caractérisation de ces enfants, plus il s'apercevait qu'en fait, il y avait des symptômes différents. Et qu'il y avait non seulement des symptômes différents, mais qu'il y avait des systèmes physiologiques, neurobiologiques, psychologiques si vous voulez, qui s'aggloméraient en quelque sorte pour faire ce que on pourrait appeler un construct, c'est-à-dire un syndrome. Et que c'est beaucoup plus compliqué, donc, que l'on pouvait l'imaginer en ne prenant qu'un seul terme et qu'une seule variable de mesure. Donc, vous avez ceci, donc une stabilité à travers le temps, c'est ça qui caractérise bien sûr un trait de ces enfants. Vous voyez? Donc il y avait ici les stables, n'est-ce pas, les moins stables, etc. Peu importe. Et il s'était rendu compte, ça c'était en 1980 dans le même livre qu'il publiait, mais il l'avait publié aussi dans Science quelque temps avant, qu'en fait, il y avait toute une liste de variables comportementales et toute une liste de variables biologiques. Et comme il faut bien s'arrêter un jour, là il s'était arrêté au chiffre 13, mais peu importe, n'est-ce pas? Il pouvait continuer, et je suis à peu près certain qu'il en aurait ajouté. C'est ça, rappelez-vous, derrière ça, la notion d'allostasie. De plus en plus de systèmes, avec le temps, qui vont se mettre en route, n'est-ce pas, au-delà des mécanismes d'équilibre normaux. Nous avons répété plus ou moins ce phénomène dans le laboratoire, ça fait moi là aussi une vingtaine d'années, et nous intéressions à un trait intéressant en psychopathologie, mais que nous voulions modéliser dans le laboratoire, qu'on appelle l'impulsivité. Bien, nous avions donc, prenions des groupes d'animaux et nous apercevions qu'en fait, c'était le début de toute une histoire, que tous les animaux variaient. Et quand on mesurait dans un contexte bien précis leur réactivité à un environnement donné, on s'apercevait qu'il y avait des hyporéactifs et des hyperréactifs, donc il n'y avait qu'une continuité du moins au plus. Et quand j'exposais ce truc-là, je dois vous le dire, souvent dans les congrès, etc., on ne comprenait pas. Donc un beau jour, j'ai décidé, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire je fais de la statistique paramétrique. Parce que si je fais de la statistique non paramétrique, on ne me comprendra pas. Si je fais la distribution des sujets, on ne comprenait pas. Donc j'avais dit 50% d'un côté, 50% de l'autre, par la médiane, et j'avais donc deux groupes. Et voilà mes deux groupes, si vous voulez, et là, à 30 jours d'intervalle, mais on l'a mesuré à 6 mois d'intervalle séparés, et ça représente, si vous voulez, des milliers et des milliers de rats. Je crois que c'est 2500 rats sur 15 ans, vous avez donc cette image qui est tout à fait caractéristique. Vous avez les hyperréactifs et les hyporéactifs. Bien. Voilà, nous avions donc d'autres mesures. Nous pouvions en rester là. C'est ce qui se fait d'habitude, n'est-ce pas? Nous avions un test et une mesure de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, ça ne veut rien dire peut-être, mais d'impulsivité. En fait, nous avons continué à travailler avec ces animaux, n'est-ce pas? Et nous avons ajouté les uns après les autres des
symptôme des dérégulations d'un tas de systèmes aussi différents les uns que les autres, aussi différents les uns que les autres. Je dois vous dire, nous sommes arrêtés ici ce sont la biologie, là c'est le comportement, n'est-ce pas? Et nous sommes arrêtés à 15 parce qu'il fallait bien s'arrêter un jour. Encore que récemment, il y a 2 ans, dans le laboratoire, ils ont montré que la neurogénèse hippocampique, n'est-ce pas, est différente chez les sujets HR vis-à-vis des sujets LR, c'est-à-dire low réactifs et hyper réactifs. Donc on s'est arrêté. Donc ce qui veut dire, vous voyez bien, qu'il faut, je dirais, progresser dans l'espace du cerveau pour aller pêcher et rechercher tous les systèmes qui éventuellement seraient atteints. Espace et temps, comme je vous le disais au début. Parce que ici, vous avez les capacités cognitives qui décroissent avec l'âge, et si vous attendez, mais ça c'est évidemment difficile, parce qu'il faut attendre des mois, 24 mois, 26 mois, etc., pour que les animaux, je dirais, déclinent jusqu'à la mort, hein, donc c'est long, ce sont des expériences difficiles, très chères, eh bien, nous sommes aperçus que les animaux, 2 mois, 8 mois, avaient peu de différence les uns les autres quant aux capacités cognitives, puis à un moment donné, pof, alors que les témoins, les LR, groupe intéressant s'il en est, continuaient à avoir des capacités cognitives extrêmement robustes, et je dirais même ça augmente parce que c'est le même test, donc la répétition, tous les 6 mois ou tous les 8 mois, il y a une mémoire qui s'installe. Eh bien, cela décline et ça arrive au niveau du hasard dans l'épreuve qui est proposée. Donc vous voyez, ici on attend, eh bien, il y a encore un autre système qui se met en route, et on sait très bien lequel maintenant. Vous voyez donc, espace et temps, comment cela se déroule. Donc, je prends un dernier exemple, c'est celui comme tu l'as dit tout à l'heure, que nous avions publié dans le bouquin là, avec Georges Koub sur la neurobiologie de l'addiction, et nous avions donc essayé de formaliser tout ce que je viens de vous dire dans ce contexte aussi. Qu'est-ce que sont les étapes d'un processus addictif? Voilà, résumé, nous sommes tous dans cette situation, toute la salle ici, c'est-à-dire on prend un verre de vin ou autre chose, si vous voulez. Et puis, bon, ça fait plaisir, puis on décide que ça ne va pas besoin d'aller plus loin, on ne prendra pas le lendemain, etc. etc. On contrôle. On contrôle. Donc, cette flèche-là, qui est verticale, n'est pas fausse par certains côtés, parce que